Donc, je vais vous introduire une troisième histoire à la Epaminondas. Ce sera plus bref que les deux précédentes, mais ça va permettre d'aller vers la conclusion de cette première partie, qui a pour but de vous montrer à quel point souvent il y a une absence de raisonnement stratégique et à quel point les conséquences sont graves pour l'action environnementale, du moins quand on est motivé pour qu'elle aboutisse à des résultats environnementaux. Donc cette troisième vignette, elle porte sur ce qui s'appelle Evidence-Based Conservation. Donc Evidence-Based, ça veut dire fondé sur des preuves. Et cette manière de raisonner pour la conservation de la biodiversité, qui existe pour l'environnement en général d'ailleurs, mais là je prends sur la conservation, consiste en une transposition de la logique médicale, de la science médicale, et puis j'y reviendrai en fait de l'administration médicale fondée sur la science. C'est la transposition de ça vers la conservation. Comment ça se passe dans la médecine? Quand vous allez voir votre médecin et que vous lui dites voilà, je ressens tel et tel symptôme, il va lui effectuer un diagnostic. Et sur la base de ce diagnostic, il va vous faire une prescription. Cette prescription, elle est encadrée par des directives scientifico-administratives qui consistent à dire, voilà, dans tel type de pathologie, c'est tel type de prescription ou de remède qu'il faut appliquer, et pas tel autre. Ça veut dire, par exemple, la sécurité sociale va rembourser si c'est bien tel type de traitement qu'on a fait, mais elle ne remboursera pas tel autre type de traitement. Ces règles qui encadrent la prescription médicale, elles sont evidence-based, c'est-à-dire qu'elles sont fondées sur des travaux scientifiques qui consistent à faire des études scientifiques avec des essais à l'aveugle sur l'efficacité des traitements et à faire des méta-analyses, c'est-à-dire des revues de littérature qui portent sur toutes les études scientifiques qui portent sur l'efficacité de tel ou tel médicament dans telle ou telle maladie. Donc, le modèle qui existe en médecine, c'est pour chaque pathologie, on a une synthèse des études scientifiques qui disent voilà jusqu'à quel point tel ou tel type de traitement est statistiquement efficace pour tel type de maladie dans et tel type de patient. Donc, ce modèle-là, les auteurs qui veulent qu'on fasse de la evidence-based conservation nous disent il faut le transposer à la conservation de la biodiversité et aux autres actions en matière d'environnement. Ça fait donc depuis assez longtemps qu'ils proposent ce type d'approche. Hein. Les premiers papiers, je ne me rappelle plus, mais ça date d'il y a très longtemps, hein, du début des années 2000. Et là, je me suis appuyé sur un papier, et donc c'est suffisamment influent pour qu'il y ait actuellement 2 revues scientifiques là-dessus. Il y en a un qui s'appelle Environmental Evidence et l'autre qui s'appelle Conservation Evidence. Donc c'est des journaux scientifiques qui ont pour but de promouvoir le Evidence-Based Conservation. Ici, j'ai un éditorial qui s'appelle Why is the evidence base for effectiveness of win-win intervention to benefit humans and biodiversity so poor? Dit autrement, comment ça se fait qu'on n'ait pas une base prouvée sur l'efficacité des actions en faveur de la biodiversité qui reposent sur le win-win entre les humains et la nature, c'est-à-dire des approches, disons, qui combinent développement et protection de la nature. Qu'est-ce que nous dit cet auteur? Il nous dit, voilà, vous allez reconnaître des points communs avec le triage de tout à l'heure. Hein. Il nous dit, voilà, les actions en faveur de la conservation de la biodiversité, elles représentent des milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Par ailleurs, on est tous extrêmement préoccupés par la biodiversité, donc on a vraiment besoin
que ces actions soient efficaces. Par ailleurs, une partie de ces fonds, c'est des fonds publics. Donc les contribuables qui mettent ces fonds publics, ils sont fondés à exiger qu'on leur démontre l'efficacité des actions. L'autre partie de ces financements, c'est des associations, des fonds privés, les donateurs. C'est normal qu'ils demandent qu'on leur prouve l'efficacité du financement. Donc, il faut être capable d'apporter ces preuves et de manière scientifique, comme en médecine. Donc ça, c'est le raisonnement de base du evidence-based. Et là-dessus, il s'appuie sur les quelques articles qui ont déjà été publiés sur des actions diverses du type la gestion des forêts communautaires. Est-ce que c'est efficace ou pas pour conserver la biodiversité? Cet article, donc l'article qui a été fait là-dessus, c'est un autre article qui dit ben, on ne sait pas, on n'a pas les preuves, il n'y a pas assez de données, il n'y a pas assez de suivi, il n'y a pas assez de stats pour savoir si c'est efficace ou pas de faire de la gestion communautaire des forêts plutôt qu'autre chose, qu'une autre manière de gérer les forêts. Même chose pour les aires protégées. Vous faites des aires protégées, des réserves naturelles ou des parcs nationaux. Est-ce qu'on a des preuves que c'est efficace, qui nous permettraient de comparer scientifiquement, c'est-à-dire dans leur esprit à eux, avec des tests à l'aveugle, je mets une réserve naturelle, j'en mets pas, ça fait une différence et donc c'est efficace comme un médicament est efficace. Hein, c'est une intervention comme un remède dont on doit pouvoir prouver scientifiquement, statistiquement l'efficacité. Et donc, il se plaint dans cet article que dans les différents domaines où on a essayé de le faire, sur les réserves naturelles, la gestion communautaire, etc., chaque fois qu'on essaye de tester comme ça une doctrine de gestion de l'environnement, on n'y arrive pas. Et on aurait pu dire la gestion intégrée du littoral, est-ce que, il ne le dit pas, mais c'est exactement le même raisonnement, il aurait pu dire, est-ce qu'on a des bases statistiques qui montrent que quand on en fait, ça donne des meilleurs résultats que quand on n'en fait pas, avec des statistiques à l'appui qui comparent à l'aveugle des endroits identiques où on l'a fait, où on ne l'a pas fait. Et donc, sa conclusion, c'est une sorte de perplexité qui consiste à dire, mais c'est quand même incroyable qu'on dépense tout cet argent pour la conservation sans avoir de preuves scientifiques réelles que tel traitement est efficace ou pas. Et donc, la priorité, c'est d'améliorer les recherches jusqu'à ce qu'on puisse prouver, statistique à l'appui, que dans tel type de situation, c'est une réserve naturelle la bonne solution pour régler le problème, et que dans tel autre type de situation, c'est une table ronde d'acteurs la bonne solution pour régler le problème. Et évidemment, il casse du sucre sur tous les dispositifs existants d'évaluation de l'action pour la conservation, en disant c'est du reporting ad hoc, il n'y a pas de rigueur scientifique, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de comparaison entre une situation où on fait le traitement et une situation où on ne fait pas le traitement. On ne peut pas continuer comme ça puisqu'on dépense des milliards de dollars par an. Donc voilà la thèse de cet article. Alors on est dans le même cas de figure là qu'avec le triage. La doctrine n'est pas la même que celle du triage, le modèle d'action n'est pas le même non plus. Donc, comment vous réagissez à cette proposition de Conservation-Based Evidence? Maintenant qu'on a vu tout à l'heure le triage, la gestion intégrée, est-ce que vous êtes convaincu par le raisonnement de cet auteur qui s'appelle Poulin ou pas? Donc on va jouer avec le micro si vous voulez bien. Donc, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de M. Poulin? Moi, je trouve pas ça idiot, mais par contre, il ne faudrait pas que ça soit trop dogmatique, quoi. Du type, sur telle situation donnée, enfin, disons que là où je suis d'accord, c'est que c'est bien d'avoir un retour de l'efficacité d'une action donnée, quand même. Enfin, alors, on est d'accord. C'est différent, je suis d'accord. Alors, donc, premier point, c'est oui, le fait de vouloir avoir un retour sur l'efficacité de l'action, c'est important. Ouais.
Après, il ne faut pas que ce soit dogmatique et qu'on considère que là, ça marchait et que donc ça marchera dans tous les cas. C'est là où je ne suis pas trop d'accord. Voilà, alors on va aller un peu plus loin dans le raisonnement, mais déjà, on va essayer de voir si tout le monde est... oui. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pour mettre chaque expérience, c'est déjà une action en soi, du coup, donc c'est un peu bizarre, parce qu'on dépense de l'argent pour faire une expérience, alors après, on n'est pas fait de faire une échelle large dès le début, mais je suis pas sûre de comprendre. Dans ce domaine-là, les recherches, déjà, on veut prendre un territoire et d'appliquer une action dessus, donc... oui, alors donc, on va voir si on est d'accord. Lui, son raisonnement, c'est de dire... Chaque année, on crée dans le monde des milliers de réserves naturelles, de la même manière qu'on traite des milliers de patients avec tel médicament pour telle pathologie. Donc, si on avait des retours de résultats clairs et exploités statistiquement de manière rigoureuse, on pourrait prouver scientifiquement si c'est efficace ou pas de créer des réserves naturelles. Et on pourrait statistiquement différencier et qualifier des situations où c'est efficace et d'autres non. Alors est-ce que c'est, par rapport à la question que vous posiez, qu'est-ce que ça donne? Alors, du coup, sa théorie, c'est de dire, c'est par rapport au retour d'expérience, c'est pas par rapport au fait de lancer quelque chose. Donc, sa théorie, c'est sur le retour d'expérience. Effectivement, eux, ce qu'ils disent, on devrait organiser le retour d'expérience comme en médecine, pour avoir des données qui ont le même type de rigueur scientifique que dans l'administration de la médecine, et pouvoir dire, ben là, on a dépensé 10 millions de dollars pour telle réserve naturelle, ça fait beaucoup, on va dire 500 000 dollars pour telle réserve naturelle en Afrique, on peut vous prouver que c'était le traitement justifié, de la même manière que la sécurité sociale vous dit, pour telle maladie, je peux vous prouver que tel traitement est efficace. Donc c'est bien ça, hein, c'est une exigence d'une meilleure qualité sur le retour d'expérience. Alors sommes-nous pour autant convaincus? Je pense un peu comme Nadège, enfin, il faut voir après si les acteurs sont capables de générer un diagnostic vraiment fiable et si le système aussi il est aussi régulier que par exemple un corps humain pour la médecine, parce qu'on sait que quand on met un médicament, on sait à peu près ce que ça va faire au niveau cellulaire, etc. Parce qu'on connaît bien le corps humain, mais est-ce que quand on applique un traitement, on est sûr d'avoir compris toute la complexité et tous les tenants et aboutissants du problème vu que, on dirait que c'est plus... Enfin, il faudrait voir si c'est vraiment de la médecine comme quand on prescrit des médicaments pour une maladie donnée, ou si ce serait pas plutôt de la médecine sur mesure, parce qu'il y a des nouvelles formes de médecine qui émergent, comme la médecine sur mesure. Voilà. Et donc, alors moi je vois plutôt ça comme ça, je vois pas comme on aura tel médicament pour telle situation, enfin, je vois mal comment... Voilà. Donc, effectivement, ça suppose déjà que la complexité des situations puisse être classée dans une typologie fiable. Et deuxièmement, ça suppose que l'action agisse de manière linéaire et plus ou moins prévisible. C'est-à-dire qu'il y a un lien relativement direct entre l'action et le résultat. Même si ce lien n'est que probabiliste, ça il l'admet. Hein. Comme en médecine, vous n'êtes pas sûr que vous allez guérir à tous les coups. Mais par contre, les études statistiques vous font, vous comprenez le mécanisme, et l'étude statistique vous dit, ben voilà, dans telle maladie, avec tel traitement, il y a 80% de chances que le patient s'en sorte. Ouais. Et derrière vous aussi, il y a une demande de... Mais attends, moi je voulais dire un truc aussi. Ah ben allez-y, voilà, c'est le privilège de celui qui fait tourner le micro. Mais du coup, on est d'accord que ça... c'est pas utile comme preuve, c'est la notion de preuve, c'est pas ces études-là qui vont être une preuve pour traiter d'autres problèmes, parce qu'on a bien vu que chaque problème est différent. Par contre, ces études, je pense, sont utiles parce que ça fait une base de réflexion pour si jamais on a eu des recherches et des statistiques sur sur une zone protégée, par exemple, qu'on a vu une forêt ou quelque chose comme ça. Ce ne sera pas une preuve dans le sens où on ne va pas la traiter exactement de la même façon parce qu'il y aura une situation différente, mais ça sera toujours, on va dire, dans les bases de données de réflexion pour traiter ce problème-là. Alors, je vous suis et je ne vous suis pas.
Donc, jusque-là, il y a un truc qu'on partage tous, je pense, avec ce raisonnement, cet auteur, c'est important de s'occuper du résultat, d'évaluer le résultat. Là, vous nous dites une base de données pour la réflexion. Donc je pense que vous ajoutez un deuxième point, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ça vaut le coup d'avoir du retour d'expérience qui favorise la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait. Mais la notion de base de données, elle nous pose une troisième question qui est de quel type d'évaluation de l'expérience on a besoin. Là, le evidence-based, c'est un type scientifique, statistiquement prouvé, sur l'efficacité des traitements. Alors là, donc on continue notre discussion. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Si vous pouvez faire circuler le micro. Merci. Oui, je me demandais si les principes d'Elinor Ostrom, les 7 ou 8 principes dans lesquels elle dit la gestion institutionnelle peut fonctionner, est-ce que ça rentre là-dedans ou est-ce que du coup, vu que c'est pas un statistique, c'est plutôt un cadre en fait, un cadrage sur le contexte dans lequel elle dit oui, là la gestion institutionnelle va fonctionner? Est-ce que ça rentre dans le evidence-based? C'est une très bonne question parce qu'elle nous emmène directement sur un cas limite. Pour que la logique du evidence-based puisse fonctionner, il faudrait qu'on puisse dire voilà, il y a 6 ou 7 critères qui permettent de caractériser une situation et je sais répondre à ces critères dans la nouvelle situation où il faut traiter. Et les autres sources d'incertitude sont suffisamment faibles pour que sur cette base-là, je puisse faire confiance à l'expérience antérieurement acquise dans les autres situations. Donc prenons une situation à la Ostrom. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, le problème est d'échelle locale. Mais par exemple, prenez un critère comme il y a une proximité entre l'endroit où se situe la ressource et les lieux de vie. Comment vous informez un critère pareil? Et puis, pour que ça marche, la négociation des ressources d'Ostrom, il y a énormément de conditions politiques sur l'attitude des autorités, des pouvoirs publics, etc., qui, finalement, sont d'un ordre de grandeur au moins autant ou plus grand que les quelques critères qu'on a pu poser sur le papier. Ou bien qui sont d'une nature tellement qualitative. Par exemple, si mon critère c'est est-ce que les politiques publiques de l'État et des niveaux supérieurs d'organisation territoriale sont favorables ou pas à la gestion intégrée, comment voulez-vous répondre à une telle question d'une manière scientifique, c'est-à-dire en disant oui, non. Donc, vous voyez que là, on touche du doigt le fait que pour répondre à la question est-ce que ce traitement est approprié, on ne peut pas y répondre par une caractérisation a priori sur quelques critères simples. Vous êtes d'accord avec ça? Allez-y. Ouais, je trouve qu'ils sont un peu plus précis que ça quand même. Si c'est par exemple, est-ce que les autorités nationales reconnaissent comme légitimes les autorités communautaires? Comment voulez-vous répondre à cette question? Est-ce que la police locale accepte en fait la réglementation communautaire? Après, ouais, c'est vrai que c'est très qualitatif. Voilà. Donc là, on arrive, ce qui est en train de nous pousser sur le fait, auquel on va arriver finalement, c'est qu'il y a besoin d'une compréhension qualitative profonde de chaque situation et que, en revanche, cette compréhension qualitative profonde, elle ne se prête pas à une caractérisation a priori du même type que celle du evidence-based. Alors on va creuser ça. Alors, on peut faire tourner le micro si vous voulez réagir. Moi j'ai l'impression que cette théorie elle limite un peu l'innovation, dans le sens où on se base sur des travaux scientifiques qui sont efficaces, mais est-ce que ce sont les plus efficaces? Donc si on se base en réflexion sur des choses ça ne prend pas en compte, je trouve, le changement de paradigme comme dans les théories qu'on a parlé avant en fait. C'est toujours centré sur des travaux antérieurs. Voilà, donc ça c'est une autre raison qui, à mon avis, limite, je suis d'accord avec vous, qui limite l'utilité du paradigme. Imaginez qu'on fasse le même raisonnement pour l'investissement dans les startups. On peut avoir le même raisonnement. Imaginez que vous ayez 1 million d'euros à placer dans une startup. Puisque vous allez mettre de l'argent, vous êtes fondé à vous demander, est-ce que c'est efficace? Est-ce que j'ai raison de mettre de l'argent là-dessus? Donc, vous êtes fondé à vous demander, est-ce qu'il y a une approche evidence-based
qui me permet de prouver statistiquement les chances que j'ai de m'y retrouver en investissant dans telle start-up. Est-ce que ça répond à la question, est-ce qu'il faut ou pas que j'investisse dans cette start-up? Ben non, parce que chaque start-up est une expérience nouvelle. S'il existait, si l'expérience antérieure des entrepreneurs antérieurs permettait de déterminer scientifiquement quelle est l'entreprise qui va marcher maintenant, ce serait trop facile d'une certaine manière. Chaque fois que vous lisez l'histoire d'un entrepreneur, il a créé quelque chose de nouveau qui, d'une certaine manière, était justement un décalage, une rupture ou une innovation par rapport aux choses qui existaient déjà. Donc à chaque fois, on est sur la brèche en train d'essayer de fabriquer du nouveau dans une situation. Et donc le fait de s'appuyer sur un traitement massif de cas déjà faits et donc un peu passés pose un véritable problème dans un type d'action aussi pointu. Est-ce que vous voyez une autre raison fondamentale qui fait que ce raisonnement est décalé et qui a à voir avec la notion de stratégie? Je vous donne un indice. Attendez, il faut prendre le petit appareil. Il s'extrait en fait des enjeux stratégiques locaux. Ah oui. Donne une grande règle sur... Enfin, même si on a des principes qui définissent une situation dans laquelle on va dire la réserve naturelle est utile, ouais, il s'extrait complètement des enjeux de pouvoir, de stratégie. Voilà. Alors pour être un poil plus... Vous avez raison, pour être un poil plus précis, ça ne tient pas en compte l'action intelligente pour faire échouer le traitement. Dit autrement, quand je donne des antibiotiques, les bactéries, elles ont des moyens d'adaptation, etc., etc. Mais les bactéries ne sont pas des acteurs stratégiques qui réfléchissent à comment je vais faire échouer le traitement. Donc, il y a un lien de type mécanique ou biologique entre mon traitement aux antibiotiques et le résultat. Dans des interventions qui sont de nature sociale, comme la création d'une réserve naturelle ou la gestion communautaire, les acteurs en face, ils vont réagir. Il n'y a pas de lien linéaire et prévisible entre ce que je fais et le résultat, pour la bonne raison que entre moi et le résultat va s'interposer l'action de l'adversaire. Si je joue aux échecs, aucune statistique ne va me permettre de surmonter le fait qu'il y a un joueur en face qui va prendre des mesures en fonction de ce que je fais, et donc faire échouer les statistiques. Donc, ce raisonnement evidence-based, il est complètement décalé pour des problèmes qui sont statistiques. Donc, je pense qu'on est arrivé là au terme de la discussion pour le décortiquer. On est d'accord avec le souci de résultat effectif au bout. On est d'accord sur l'intérêt d'avoir des retours d'expérience qui nourrissent la réflexion, mais le fait de concevoir ces retours d'expérience comme de la science statistique avec des tests à l'aveugle, ça n'est pas adapté à la situation. C'est d'ailleurs assez frappant parce que quand on lit leur revue, ça mélange des articles techniques qui, de mon point de vue, ne posent pas du tout le même problème. Par exemple, si vous avez un article qui nous dit voilà, on a fait une méta-analyse sur toutes les études qui essaient de montrer le lien entre la manière dont on gère la végétation des bords d'autoroute et la contribution de ces bords d'autoroute à la biodiversité. Là, ça ne me gêne pas. On est dans le même type de situation que la médecine. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres de bords d'autoroute auxquels on peut faire des traitements techniques. La biodiversité réagit. On peut mesurer cette réaction et voir si c'est plus préférable de faucher rarement, de ne pas faucher du tout. Donc, on est bien dans un problème technique de même structure que le problème médical. Mais par contre, pour des mesures qui sont des mesures d'ordre social, créer une réserve naturelle, organiser une table ronde d'acteurs, etc., on est complètement en dehors du champ de pertinence de ce mode de raisonnement. Donc là, on a encore un Épaminondas, hein, c'est-à-dire le raisonnement qui est valable
pour la gestion technique de la végétation dans des espaces naturels. Quand on le transpose à des mesures d'ordre social, institutionnel ou autre, perd complètement sa pertinence et devient finalement contre-productif. Donc il est temps de faire le bilan sur les choses qu'on a vues, sur le triage, sur la gestion intégrée et puis sur ce dernier tour de table là, sur le evidence-based. On a un problème sur la caractérisation de l'opérateur, c'est-à-dire qu'on nous propose des méthodes d'action, des philosophies d'action qui ne correspondent pas à un vrai opérateur qui existerait dans beaucoup de cas. Ensuite, on a des simplifications non pertinentes des processus de décision et d'action. C'est-à-dire, on est bien conscient qu'il faut simplifier. Si on veut avoir un retour d'expérience, il va falloir pointer des caractéristiques, comme le fait Ostrom avec ses situations de gestion des biens communs. Mais si on le fait de manière trop simple et pas pertinente, ça ne va pas marcher. Or, que ce soit le triage, la gestion intégrée ou ce evidence-based conservation, quand il est appliqué à des aspects sociaux et non techniques, ce n'est pas pertinent. Ensuite, ça ne prend pas en compte la réaction stratégique des autres acteurs. On débouche sur des théories d'action qui sont décalées par rapport à la réalité pratique dans laquelle vont se trouver les opérateurs. Et finalement, on arrive aussi à avoir souvent des situations où on est dans un simulacre de gestion. On dit, ben voilà, notre philosophie de la gestion, c'est ça. On met en place tel organisme de gestion intégrée. Et puis, ça tourne à vide. C'est comme une façade qui tourne sans produire d'effet, qui est d'une certaine manière neutralisée. C'est un simulacre d'action. Donc voilà les types de problèmes que ça pose quand on n'a pas de vrai raisonnement stratégique et qu'on transpose des modes de raisonnement non stratégiques sur des situations qui, elles, le sont bien stratégiques. Vous avez aussi reconnu dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a vu ce matin, le paradoxe, les deux paradoxes dont je vous ai parlé dans le cours théorie de la gestion sociale de l'environnement. Le premier, c'est le paradoxe de l'institution du statu quo, le fait qu'on mette les acteurs autour de la table. En quoi on peut attendre que ça résolve les problèmes si c'est les mêmes acteurs dans le même rapport de pouvoir? On a vu ça se rejouer encore sur le contrat de baie de la rade de Brest ou sur Madagascar. Et puis, on a le paradoxe d'un opérateur qui serait capable d'arriver de l'extérieur pour faire bouger un système. Et là, on voit les moyens d'action plaqués sur Madagascar et qui essayent de faire bouger, mais qui en fait se retrouvent pris dans le système de pouvoir des acteurs locaux. Ou bien avec le evidence-based, le fait de créer une réserve naturelle ou du community-based, c'est pas comme un médicament qu'on donne sur des bactéries qui peuvent pas réfléchir. C'est une action qu'on conduit face à d'autres humains qui vont réagir par des mesures stratégiques. Donc on reconnaît ces deux paradoxes, et ces paradoxes, vous êtes maintenant en mesure de voir qu'ils correspondent au paradigme du gouvernement, l'idée qu'on pourrait agir d'en haut sans s'exposer à une contre-réaction qui empêcherait cette action. Et puis, c'est le paradigme de la coordination et de la gouvernance. Il faut dépasser les limites de ces paradigmes. Et du coup, à travers ces questions, ces exemples d'absence de raisonnement stratégique, on voit quelles sont les questions qu'on a oublié de se poser. Et ces questions, ça va précisément être ces questions-là vers lesquelles nous oriente l'analyse stratégique. Quel acteur porte vraiment la préoccupation environnementale? De quel concept on a besoin pour comprendre vraiment les enjeux organisationnels sur le terrain, au lieu de plaquer une conception simple a priori de l'action? Comment comprendre la dimension adversative de l'action sur le terrain, le fait qu'en face il y a des adversaires? Et donc, comment éviter de plaquer des raisonnements trop linéaires par rapport à ça? Comment on sort d'une gestion de façade pour s'intéresser aux résultats effectifs? C'est ça les questions qui fondent en fait l'analyse stratégique de gestion environnementale. Et je vous avais résumé l'autre fois, quand on avait fait une séance là-dessus, les 5 recadrages clés. Fonder l'analyse sur une préoccupation environnementale,
centrée sur l'acteur d'environnement, diagnostiquer séparément la gestion effective, c'est-à-dire la manière dont le système fonctionne pour l'instant, et la gestion intentionnelle, c'est-à-dire la stratégie d'intervention environnementale, être attentif au caractère stratégique, c'est-à-dire adversatif de la gestion, et être attentif aussi à l'organisation sectorielle de la gestion. Dans le cas de la rade de Brest, c'est l'organisation du secteur agricole qui est le principe explicatif de la pollution par l'agriculture. Ça n'est pas un manque de coordination avec d'autres acteurs. C'est pour juste à titre d'exemple. Donc, et ce sera ma conclusion pour ce matin, en fait, j'ai essayé de prendre les choses dans l'ordre où on constate ce qui se passe en l'absence de raisonnement stratégique, avec des doctrines de gestion qui ne prennent pas en compte le raisonnement stratégique. Mais cette critique du triage, cette critique de la gestion intégrée, ou du evidence-based, pourquoi elles sont possibles? C'est précisément parce qu'on a déjà en tête les exigences d'une analyse stratégique. Qu'est-ce qui a permis à Raphaël Billet de voir les points faibles du triage ou de la gestion intégrée? C'est qu'il avait déjà la grille d'analyse de l'analyse stratégique en tête. Donc, ce que je vous ai montré ce matin, c'est déjà un premier domaine d'application de l'analyse stratégique, c'est la critique des doctrines de gestion. Je pense que beaucoup de gens sont mal à l'aise avec ces doctrines de gestion qui sont un peu floues, la gestion intégrée, le développement durable par exemple. Le côté chewing-gum, on se dit mais il y a un truc qui ne va pas, c'est pas clair, on ne comprend pas comment ça prend prise sur la réalité. Mais la critique de ces approches chewing-gum, elle devient beaucoup plus efficace quand on a en tête les questions qu'il faudrait se poser. Comment ça fonctionne vraiment l'organisation sur le terrain? Qui est l'opérateur? Et donc le but de l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement, c'est justement de guérir tous ces épaminondas en ayant le bon système de questions qui permet d'aller vers la critique de ces doctrines de gestion. Le but, c'est pas de les supprimer, c'est de faire la part entre les situations où elles sont pertinentes et celles où elles ne sont pas pertinentes. Bien sûr, une doctrine, elle peut très bien, quelconque peut être pertinente s'il y a un acteur motivé pour la porter, s'il est en position de pouvoir pour le faire, si ça correspond à la réalité organisationnelle du terrain. Donc on va décaler les questions. Le Epaminondas, au lieu de se demander où est le ruisseau pour tremper le chien, ce qui est un peu le type de raisonnement auquel on a affaire là, il va se poser des questions du genre quelles sont les conditions à remplir pour ramener un chien en bon état. Et donc c'est cette capacité à revenir aux questions clés génériques qui est constitutive de l'analyse stratégique. Alors c'est un exercice qui paraît presque creux, vain. On se dit mais ta question elle est évidente. Mais c'est bizarre cette évidence. C'est évident une fois qu'on l'a vu. Hein? Mais tant qu'on ne l'a pas vu, on dit ah ben oui, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas les preuves scientifiques? Comment ça se fait qu'on mette tous les acteurs autour de la table, que ce soit si difficile, etc. Donc la réflexion stratégique, c'est l'art de revenir aux questions justes pour voir ce qui est pertinent dans une situation. Et je terminerai par une situation de Deleuze. On a commencé par un conte pour enfants et là on va terminer par Deleuze. Deleuze dit une théorie, c'est une question développée et rien d'autre. Ça n'est pas autre chose qu'une question développée. Par elle-même, en elle-même, une théorie consiste non pas à résoudre un problème, je commente, je brode, ça ne consiste pas à proposer une solution, ça consiste à développer jusqu'au bout les implications nécessaires d'une question formulée. Donc, une théorie dans le domaine qui est le nôtre, celui de l'action environnementale, ça n'est pas le fait de mettre en avant une solution générale aux problèmes d'environnement. Voilà comment tu transportes quelque chose de fragile. C'est au contraire de poser une question qu'on va développer jusqu'au bout. Quelles sont les conditions à remplir pour transporter quelque chose de fragile? Et après, cette question, on va pouvoir la décliner selon les situations. Donc c'est un apprentissage d'une méthode de questionnement qu'il va nous falloir, plutôt qu'un plaquage de solutions qui ont marché pour d'autres types de problèmes et qu'on va essayer de transposer. Je vous donne un dernier exemple d'épaminondasserie. La plateforme sur la biodiversité, IPBS,
est toujours présenté comme le GIEC de la biodiversité. Pour le problème du climat, on a proposé le GIEC, le panel d'experts intergouvernemental. Eh bien, on va transposer cette solution au domaine de la biodiversité. Est-ce que le problème était le même que pour le climat? On ne s'en est pas assuré, mais on a transposé la même solution. Au secours, Epaminondas. Voilà, c'est ça la question. Et donc tout le reste du module va être sur l'analyse stratégique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la discipline de la stratégie peut nous apporter pour devenir meilleur dans l'art de poser les bonnes questions, les questions stratégiques, les questions pertinentes sur des situations. On a le temps d'un tour de discussion pour boucler cette matinée. On cherchera un autre volontaire pour cet après-midi. Une autre volontaire. Ce qui est terrible, c'est qu'une fois qu'on a retourné le miroir et qu'on a posé les choses clairement, tout a l'air clair. Mais tant qu'on est enlisé dans le discours, des solutions, la gestion intégrée, etc., on dit mais où est le problème? Qu'est-ce qui va? Vous avez des réactions, des questions? Un petit peu parce que du coup on revoit tout de suite notre, je crois pour moi l'émission qu'on avait à Clermont, les problèmes qu'on a rencontrés. Nous on était dans les stations de ski et du coup notre première réaction c'était il manque des retours scientifiques, il manque de l'expertise et il manque une coordination entre les... Et en fait je me dis voilà, on sera probablement en plus typiquement dans une situation où en fait ce ne sera pas forcément la solution, mais j'ai peur que dans ce système-là, l'analyse stratégique mène au fait qu'en fait il y a un blocage qui n'est pas possible à dépasser. Le fait que je parle pour le ski encore une fois, que les gens qui viennent, ils viennent pour skier, et qu'en fait ça va s'arrêter là, et que l'analyse en fait stratégique va pousser au fait à nous dire qu'en fait on est un peu coincé et qu'on ne peut pas faire grand chose. Le point, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est le problème des points durs. Où est le point dur? Où est le problème à résoudre? L'endroit où ça bloque, la pollution agricole pour la rade de Brest, l'absence de politique publique correcte à Madagascar ou autre. Donc effectivement, la réflexion stratégique, c'est là qu'elle nous emmène. Et c'est un endroit inconfortable. Parce qu'au lieu d'être dans des actions qui nous occupent et qui tournent autour du pot, on se retrouve confronté à des défis, mais des défis qui sont sacrément inconfortables et qui dérangent en fait d'une certaine manière. Ouais, dernière. Nous, toujours pour Clermont-Ferrand, justement, j'y ai pensé justement aussi, on a eu le problème où il y avait plein de... On travaille sur les campagnols, la gestion des campagnols, et il y a plein de solutions mises en place, et nous, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'attaquait au mauvais problème, et du coup, on ne pouvait pas trouver de solution. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on l'a analysé, en fait. Et du coup, effectivement, on est un peu mal à l'aise, on est toujours d'ailleurs, je crois. Oui, mais c'est la réflexion stratégique, elle met mal à l'aise. On verra pourquoi demain, quand je vous parlerai de Rummelt, l'ouvrage de stratégie que je vais vous commenter. Un des indices de la stratégie, c'est qu'on met vraiment le doigt sur le problème crucial, au lieu de tourner autour du problème. D'autres remarques? Mais du coup, pour l'exemple du ski, par exemple, est-ce qu'on peut résoudre le problème? Parce que si on dit, donc comme a dit Rémi, c'est que le problème, c'est que les gens ils veulent venir skier. Donc est-ce que la solution, ce serait de changer la mentalité des gens et de leur faire comprendre que le ski, c'est polluant, c'est un loisir, finalement, c'est pas vital, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Et revenons à la base. Pourquoi c'est un problème d'environnement? Donc là, on est sur votre exercice de terrain de Clermont-Ferrand. Pourquoi c'est un problème d'environnement, le ski? Pour la ressource en eau. Voilà, parce que comme il ne fait pas assez froid dans le Massif central, on est dans une escalade où on utilise de plus en plus de canons à neige pour permettre aux gens de skier et où ça pose un problème sur la ressource en eau. Donc,
moi, je vais revenir pour la réponse aux questions basiques. Ma réponse, elle porte dans les questions basiques. Quand vous dites qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, question numéro 1, est-ce qu'il y a un acteur, est-ce qu'il y a des forces sociales fortement motivées pour arrêter ce gaspillage d'eau? Première question. Donc, qu'en est-il? Pour répondre à votre question, c'est ça la première question. C'est à vous. Oui, c'est à toi, oui, on a vu des acteurs qui étaient engagés. Après, est-ce qu'ils ont un grand pouvoir? Je dirais plutôt non. On a vu, par exemple, le PNR qui a quand même un aspect consultatif là-dedans, qui est engagé. On a vu certains élus locaux très engagés, mais archi minoritaires dans cette région. Donc, il y a des gens engagés, mais est-ce qu'ils ont un grand pouvoir? Moi, je dirais plutôt non. Mais je vais demander... Mais donc, la question numéro 2, c'est la question de la stratégie. S'il y a des gens qui sont motivés pour faire cesser ça, quelle stratégie d'action ils peuvent adopter? Donc la réponse à votre question, comment est-ce qu'il faut arrêter, etc., elle se retraduit en une autre question stratégique. Donc on a un questionnement stratégique, c'est 1, qui porte le problème, 2, comment ces gens qui portent le problème peuvent agir pour faire cesser le problème, et la réponse, elle viendra de l'action stratégique elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est bien dans une idée, dans l'idée que la justesse, elle porte sur l'enchaînement des questions. Et le raisonnement nous emmène dans un enchaînement de questions qui, lui, est pertinent pour l'action. Et donc, votre question, et donc, il n'y a pas de solution, on n'est pas devant un problème comme les problèmes qu'on a dans nos études. Il y a un problème posé, on propose une solution. Vous ne pouvez pas, vous, donner de solution. Vous pouvez retravailler le problème d'un endroit qui amène les gens le mieux au pied du mur. De l'endroit où il va falloir agir. Mais est-ce que ça veut dire que du moment qu'il y a un acteur, d'une façon ou d'une autre, qu'on la connaisse ou pas, il y a une solution, pas miracle, mais qui peut fonctionner, quoi, qui potentiellement peut... Pas du tout, ça veut absolument pas dire ça. Ça veut dire, à l'inverse, que s'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de solution. Oui. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a un acteur, il y a une solution. Hein? C'est juste que c'est la première question à se poser dans l'ordre du questionnement. Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur? De même que si vous créez une entreprise, une start-up, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a un besoin? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une envie des gens qui va pouvoir être satisfaite par ce que je propose? S'il n'y a pas d'envie des gens, là, vous pouvez être sûr qu'il va rien se passer avec votre start-up. Mais s'il y a une envie des gens, ça ne prouve pas que ça va arriver. Encore une fois, on n'est pas dans un cadre où on peut dire problème, solution. On est dans un cadre où l'enchaînement, c'est une situation, une préoccupation par rapport à cette situation, ça vous embête qu'on gaspille de l'eau, et après, une suite de questions qui peuvent vous emmener vers un chemin qui peut-être permettra de traiter la situation. Hein, mais c'est différent. Après, je trouve ça à chaque fois compliqué l'aspect acteur d'environnement, parce que nous, par exemple, le cas de Clermont-Ferrand, on est sur le projet biomasse de granulés noirs. Oui. Et en fait, ce projet, on pourrait dire que l'entreprise qui le propose, elle se dit d'une certaine manière acteur d'environnement dans le domaine de l'énergie. Et au niveau local, il y a des gens qui veulent faire échouer ce projet qui va avoir un impact sur les écosystèmes forestiers. Donc, c'est des acteurs qui ont des intérêts complètement opposés. Et en fait... c'est pour cette raison-là que dans l'analyse stratégique de la gestion environnementale, on dit qu'il faut fonder l'analyse sur une définition précise de la préoccupation environnementale de référence. C'est-à-dire que l'analyse du jeu des acteurs se fait par rapport à une préoccupation et non pas l'inverse. Dans 95% des études, disons, qui sont des études sociologiques ou des approches politiques des problèmes, on part des acteurs et on envisage les problèmes vus par eux. Là, avec l'analyse stratégique de la gestion environnementale, on va inverser le raisonnement. On va dire, voilà le problème qui nous sert de référence.
Et ça va définir qui est ou pas un acteur d'environnement et qu'est-ce qui constitue ou pas une action en faveur de l'environnement. Si le problème de référence, c'est la biodiversité forestière, les paysages, la gestion de bassins versants en Auvergne, ben on va arriver à une certaine lecture. Si le problème c'est l'énergie, c'est l'émission de gaz à effet de serre et le changement climatique, on va arriver à une autre lecture. Chaque lecture pourra quand même être critique, y compris sur l'acteur qui porte le dossier. Par exemple, si on prend comme problème de référence la limitation des émissions de CO2, on peut quand même poser la question, est-ce que ce type d'exploitation de l'énergie forestière est une bonne solution sur ce problème-là? Mais ce n'est pas la même question que si on prend comme référence la biodiversité. Et donc là, pourquoi on se permet ce recadrage sur un problème d'environnement? Tout simplement parce qu'on partage, on l'a dit tout à l'heure dans la critique de la question de l'impact final sur l'environnement, c'est notre question clé, notre préoccupation clé. Est-ce que oui ou non, ça résout le problème d'environnement? Et pour répondre à cette question, il faut choisir un problème d'environnement. Et pas sauter de l'un à l'autre. Ok? Oui. Mais alors, du coup, moi je vais revenir au ski encore, mais imaginons qu'on l'analyse stratégique, on se met du côté de la ressource en eau. Enfin, le problème environnemental, c'est l'utilisation de l'eau en Auvergne et la ressource en eau. Ça veut dire que l'analyse stratégique va mettre de côté les impacts financiers et sociaux de la région. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer de manière assez frontale aux stations du Massif central. Et le but, ça va être en fait de les empêcher de continuer à survivre, ces stations. Parce que si on les attaque sur la ressource en eau, c'est plus de neige de culture, plus de ski. Donc la mort de cette mini-région, de cet espace. Donc ça veut dire que l'analyse stratégique ne se préoccupe pas de l'aspect social de... On va dire les choses autrement, et on aura l'occasion d'y revenir dans le module. C'est que on est dans l'idée que pour résoudre les problèmes de la société, il faut que chaque problème soit pris en charge par un acteur. Et après, on verra. Je transpose votre question de neige. Les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et qui sont utilisés, et les insectes, et qui sont utilisés par les agriculteurs. Si votre but, c'est d'arrêter d'utiliser qu'on arrête d'utiliser ces produits pour rétablir la biodiversité des insectes, vous allez déployer une stratégie pour faire cesser l'usage des néonicotinoïdes. Le fait de savoir, donc en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont avoir des options stratégiques. Bloquer tout et ne rien changer, essayer de trouver d'autres solutions, ou bien disparaître. Mais disparaître, ça peut être tel type d'exploitation agricole disparaît, tel autre type d'exploitation agricole apparaît. Vous, si votre problème c'est d'arrêter le massacre des insectes, ce n'est pas votre question prioritaire. On ne vous demande pas de trouver vous-même une solution aux autres. Vous êtes là pour essayer d'obliger les autres à ne pas aller dans une certaine direction. Et après, on verra bien ce que donnera le résultat de la négociation. Et ça, c'est vraiment la différence entre l'approche de gestion intégrée, c'est qu'il faut prendre tous les problèmes ensemble et les régler tous ensemble. Et l'autre approche, elle consiste à dire non, nous on considère que tel problème d'environnement est essentiel, on va voir comment on peut mettre la pression maximum pour essayer d'aider, d'obliger les autres à changer ce qu'ils font pour régler le problème. Donc, je dis n'importe quoi, mais par exemple, les stations de ski, elles peuvent très bien faire du ski, se lancer dans le ski sans neige, si la pression devient insupportable. Et peut-être que dans 15 ans ou dans 20 ans, on ira dans le Massif central et il y aura des super stations de ski sans neige. Voilà. Juste pour traiter, même si notre problème c'est l'environnement, on peut du coup bien prendre en compte que pour traiter ce problème d'environnement, il faut aussi prendre en compte les avis des gens
devant nous, qui, par exemple, donc là pour le ski, qui voudraient continuer le ski, et donc essayer de trouver des solutions alternatives, enfin leur proposer peut-être autre chose que juste être contre le ski et c'est tout. D'accord. Enfin, on va prendre un exemple. On va prendre un autre exemple. On va prendre un autre exemple. Les drogues dangereuses, l'héroïne. Hein, donc vous êtes chargé de la lutte contre l'héroïne. Si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, je dois pouvoir proposer à chaque héroïnomane et à chaque dealer une alternative qui lui convienne. Donc le dealer qui gagne 20 000 € par mois en dealant de l'héroïne, je n'ai pas le droit de l'embêter sans que, si je ne suis pas en mesure de lui proposer une autre manière de gagner 20 000 € par mois. C'est ça à quoi on arrive si on suit jusqu'au bout votre raisonnement. Alors je ne veux pas caricaturer non plus, on ne peut pas dire je m'en fiche complètement des alternatives, parce que si je veux faire changer quelqu'un, je m'intéresse aux alternatives. Mais ça ne met aucune responsabilité sur moi à trouver des alternatives. Ma réflexion sur ces alternatives, elle n'est qu'un élément dans ma réflexion stratégique sur comment le faire changer. Elle n'est pas une responsabilité de lui trouver des solutions, par exemple. Alors que si on est dans une optique de gestion intégrée, on se met dans l'idée qu'au départ, pour traiter le problème, il faut trouver des solutions à tout le monde. Ou qu'on cherche tous ensemble des solutions. Et donc aussi, ça va être, je me dis, ça va être difficile pour des organisations qui se revendiquent pro-environnementales de façon générale, comme certains disaient pour le bois, parce que du coup, il va falloir quand même qu'ils reconnaissent que même si ils ne sont pas totalement mauvais pour l'environnement, ils ne sont pas non plus totalement bons, et que même s'ils apportent une solution, ils posent d'autres problèmes à côté. Et alors ça, j'ai l'impression que ça va être difficile aussi. Ben oui, c'est difficile. Voilà, là, vous mettez le doigt sur le point clé de la stratégie. Faire changer des projets, c'est difficile. Oui, mais faire admettre à des gens que du coup, on ne peut pas être 100% en faveur de l'environnement, et que toute action aura une partialité. C'est difficile, mais c'est aussi une des causes de la crise qu'on a actuellement sur l'environnement. C'est que tout le monde se réclame de l'environnement. Et tout le monde dit, ben voilà, moi je fais du nucléaire, c'est la solution pour l'environnement. Moi je fais des barrages hydroélectriques, c'est la solution pour l'environnement. Je fais des éoliennes, c'est parfait pour l'environnement, etc., etc. Il n'y a pas de problème. Donc, justement, la perspective stratégique, elle remet le doigt à l'endroit pertinent. Le problème, c'est que très souvent, l'endroit pertinent, c'est un endroit sensible, en effet. Parce que c'est celui qui pourrait faire changer, ou obliger à changer. Et du coup, ça implique aussi une modification du fonctionnement de ces organisations. Enfin, c'est pas seulement oui. le processus, ça va de soi. Total, quoi. Ça va de soi. Si on veut arrêter les néonicotinoïdes, il faut que certaines filières de production agricole changent certains itinéraires techniques. Voilà. Oui, mais mode de fonctionnement, oui, mais pas que technique, justement. Pas que technique, il faut aussi que certains types d'intervenants disparaissent. Donc, la stratégie, c'est ça qui comment dire, c'est d'ailleurs une des difficultés pour l'appréhender, la discuter, etc. C'est inconfortable. C'est inconfortable parce que ça consiste à dire non à des gens, à supprimer certains types d'activités. Or, les résultats environnementaux, on ne peut pas les atteindre sans faire des vrais changements. Et les vrais changements, ils sont, pour certains, pénibles. Mais effectivement, les dossiers énergie-bois, c'est vraiment typique. Hein, la centrale de Gardanne et les conflits qu'il y a aujourd'hui autour de la centrale de Gardanne sont un peu la même chose que ce que vous voyez en Auvergne, mais à une plus grande échelle. Ça renvoie sur des choses, vraiment des conflits très frontaux, en fait. Et donc, d'un point de vue intellectuel, ça nous oblige à rompre avec certaines habitudes de pensée, mais ce qui est important de voir, c'est que, du coup, c'est aussi un problème affectif. C'est-à-dire que ça vous oblige à prendre conscience que pour faire gagner sur tel aspect d'environnement, eh bien, il y a des gens qui vont perdre
et que ces gens, c'est des humains qui vont perdre, et ils vont perdre leur job, ou bien ils vont perdre leur croyance de faire du bien, qu'ils sont en train de faire du bien, ou bien ils vont perdre des subventions, ou bien ils vont... Et donc, en fait, c'est inconfortable. C'est pour ça que c'est beaucoup plus confortable à titre psychologique de dire on va faire de la gestion intégrée, mettre tout le monde autour de la table, sympathiser, tout ça, c'est que des malentendus. C'est beaucoup moins douloureux de croire ça que de raisonner en disant mais si on veut résoudre tel problème environnemental, alors il est indispensable qu'il se passe ceci et cela, et donc eh bien tant pis, il y a des gens qui vont perdre leur job, des gens qui vont perdre leur exploitation agricole, etc. On en reste là et on réattaque cet après-midi.